Bonjour à tous, allez, aujourd'hui on plonge dans une période absolument incroyable de notre histoire, le monde après 1989. Imaginez, le mur de Berlin tombe, et avec lui c'est toutes les boucles de la guerre froide qui s'effondrent. Un monde entier disparaît, et un nouveau, il reste à inventer. La grande question, c'est justement ça. Qu'est-ce qui se passe après? Maintenant que l'affrontement géant entre les États-Unis et l'URSS est terminé, quels nouveaux conflits, quelles nouvelles rivalités vont bien pouvoir redessiner la carte du monde? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Donc tout part de là, la fin du monde de la guerre froide. Pendant plus de 40 ans, le monde a vécu avec cette tension permanente entre deux superpuissances. Mais voilà, l'URSS s'effondre, et tout cet équilibre, même s'il était super tendu, il vole littéralement en éclats. Et la conséquence la plus directe, la plus spectaculaire, c'est celle-là. D'un coup, il ne reste plus qu'une seule superpuissance. Les États-Unis se retrouvent presque du jour au lendemain, sans aucun rival à leur taille sur la scène internationale. On entre alors dans une période complètement nouvelle, ce que les historiens appellent l'ère unipolaire américaine. C'est un moment où la puissance des États-Unis, que ce soit militairement, économiquement ou même culturellement, elle semble sans égale, sans aucune limite. Alors, pour bien suivre, il y a un mot-clé à retenir, monde unipolaire. C'est une situation historique, vraiment inédite, où un seul pays, les États-Unis, a une suprématie quasi totale. Et ce sont eux qui, pendant toutes les années 90, vont un peu dicter les règles du jeu mondial. Et cette idée d'un nouvel ordre mondial, elle est portée par le président américain de l'époque, George Bush père. Ici, il parle de l'invasion du Koweït par l'Irak. Et pour lui, c'est très clair. Soit on a un monde basé sur le droit, mené par les États-Unis et l'ONU, soit c'est le chaos, la loi de la jungle. Le premier test grandeur nature de ce nouvel ordre, c'est la guerre du Golfe, en 1991. Regardez bien la chaîne des événements. L'Irak envahit son voisin, le Koweït. Et là, gros changement. L'ONU n'est plus bloquée par le veto soviétique. Donc, elle autorise une intervention militaire. Du coup, les États-Unis montent une coalition énorme, avec 29 pays, qui va libérer le Koweït. C'est la démonstration de force parfaite qui installe les USA dans ce rôle de gendarme du monde. Sauf que l'idée d'un monde parfaitement contrôlé par une seule puissance, ça va vite se révéler être une illusion. En réalité, le monde est bien plus compliqué, et de nouvelles formes de conflits, souvent à l'intérieur même des pays, vont apparaître de manière très brutale. Ce chiffre, 800 000. C'est le nombre de victimes du génocide des Tutsis au Rwanda en 1994. En à peine 3 mois. Une tragédie humaine inimaginable. Et ce drame, il met en lumière, de façon tragique, les limites de ce fameux nouvel ordre mondial. Parce que, malgré les alertes, la communauté internationale, l'ONU, n'interviennent quasiment pas, ou beaucoup trop tard. La superpuissance américaine ne peut pas, ou peut-être ne veut pas, tout régler. En à peine 10 ans, regardez comme la nature des problèmes change. On passe d'une guerre classique entre deux États, en 91, à une situation d'impuissance totale face à un génocide, en 94, pour arriver à une menace complètement nouvelle, en 2001, le terrorisme international qui ne vient pas d'un État. Et ça va tout changer. Le 11 septembre 2001, les attentats contre les tours du World Trade Center et le Pentagone. Pour la première fois, les États-Unis sont frappés au cœur, sur leur propre territoire. C'est un choc mondial. Et c'est le début de ce que le président américain va appeler la guerre contre le terrorisme. Là, le discours n'a plus rien à voir. George W. Bush, le fils, désigne un axe du mal. Il met dans le même sac des pays comme l'Irak, l'Iran ou la Corée du Nord, qu'il accuse de soutenir les terroristes. On n'est plus du tout dans la logique de la grande coalition de 1991. Cette fois, la réponse américaine sera bien plus solitaire, bien plus unilatérale. Toutes ces crises, en fait, ne vont faire qu'accélérer la transition vers le monde qu'on connaît aujourd'hui. Un monde bien plus tendu, où la domination américaine n'est plus si évidente, le pouvoir se disperse, il se redistribue entre plusieurs acteurs. Et ça nous amène à un autre concept super important, le monde multipolaire. Fini le temps de la seule superpuissance. Maintenant, les relations internationales s'organisent autour de plusieurs pôles de pouvoir. Plusieurs puissances qui sont à la fois en concurrence et parfois en coopération. Le contraste est vraiment frappant. D'un côté, les années 90, entièrement tournées autour du pôle américain. De l'autre, depuis les années 2000, un paysage bien différent. Plusieurs centres de pouvoir pèsent lourd. Les États-Unis, bien sûr, toujours là, mais aussi l'Union européenne, la Chine, avec sa montée en puissance absolument fulgurante, et aussi la Russie qui fait son retour. Et le symbole parfait de ce monde multipolaire, ce sont les BRICS. C'est un acronyme qui désigne 5 grandes puissances qu'on dit émergentes. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Ensemble, ces pays volent plus de place dans les décisions mondiales et ils contestent l'ordre qui était dominé par les Occidentaux.
Ok, on a brassé beaucoup de choses. C'est le moment de synthétiser et de voir ce qu'il faut vraiment garder en tête pour comprendre cette transformation du monde en si peu de temps. Voilà, 3 dates, 3 moments clés à retenir. 1991, le sommet de la puissance américaine. 1994, la prise de conscience brutale que cette puissance a des limites. Et 2001, le grand basculement vers une nouvelle forme de conflit mondial. Ces 3 repères, ils sont fondamentaux. Et pour résumer l'évolution globale, c'est ce schéma qu'il faut avoir en tête. On passe d'un monde bipolaire, 2 blocs, avant 89, à un monde unipolaire, un seul chef, dans les années 90, pour arriver au monde multipolaire d'aujourd'hui, plusieurs centres de pouvoir. C'est vraiment cette transition qui explique une bonne partie des tensions actuelles. Et on va se quitter sur une question ouverte, une question qui est vraiment au cœur de tous les débats aujourd'hui. Ce monde avec plusieurs puissances, ce monde multipolaire, est-il finalement plus stable ou au contraire est-il plus dangereux que les précédents? Il n'y a pas de réponse simple et c'est tout l'enjeu de la période qu'on est en train de vivre. Voilà, c'est tout pour cette analyse des grandes dynamiques du monde depuis 1989. Si ça vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines synthèses. Merci beaucoup et à bientôt.